Bon, l'idée est que il faut, au niveau des arcs sensibles, pouvoir donner des cours de toilettage et ensuite profiter, sensibiliser les riverains de ces artères sensibles-là pour la gestion des déchets. Ce n'est pas la première fois qu'on le fait. On a fait ça plusieurs fois et c'est vrai que c'est rentré dans un programme suite aux instructions du conseil municipal, notamment du maire de la commune de Ouagadougou. Et donc ça, ce n'est pas une première, on en a toujours fait. Je suis avec la police municipale. Le conseil municipal a pu créer la direction de la police de la salubrité et de la tranquillité urbaine. C'était dans ce sens, c'est pour pouvoir suivre ces activités-là et d'abord dans un premier temps sensibiliser et même passer déjà aux sanctions. Si nous sommes en train de se mobiliser comme ça, c'est pour passer bien le message parce que après, sur instruction du maire de la commune, les sanctions vont suivre. Parce que la gestion des déchets n'incombe pas seulement à la commune de Ouagadougou, mais à tous les habitants de la commune de Ouagadougou. Si vous nettoyez et moi je ne vous accompagne pas et je salis, votre travail va rester vain. Ce que je veux demander à la population de la commune de Ouagadougou, c'est de pouvoir aider la commune de Ouagadougou dans le cadre de la gestion des déchets, car pour vaincre les déchets de la commune de Ouagadougou, on a besoin de la contribution de tous. Il faut que les gens évitent de sortir jeter les déchets dans la voie. Il faut que chaque habitant puisse avoir une poubelle en bonne et due forme et s'abonner à un GIE. Voici donc lancé le programme Droits humains et accès à la justice au Burkina Faso. Le ministre de la Justice au garde des Sceaux, René Bagoro, a reçu l'estime honneur de présider et de lancer le dit programme piloté par la CNDH, la Commission nationale des droits humains du Burkina Faso. C'est un programme qui aura une importance dans la mesure où il vise non seulement à appuyer la CNDH pour renforcer ses capacités. Vous savez que la CNDH veille sur le respect des droits humains. Le programme permettra aussi d'aider ces CNUSC pour pouvoir être des relais au niveau de la commission pour faire remonter des informations, ce qui va permettre d'avoir une vision globale et ce qui aura un impact effectivement positif sur le renforcement du respect des droits humains dans notre pays, bien évidemment en permettant à la justice de jouer son rôle. Ce programme vient à point nommé pour les défenseurs des droits humains qui l'appréhendent comme un appui dans divers domaines, notamment en équipement, en assistance technique, en droits humains et en renforcement des capacités logistiques de la Commission. Ça permettra à la CNDH de développer un partenariat très étroit avec les acteurs de la société civile qui interviennent dans les 4 régions ciblées par le programme, notamment ces régions touchées et concernées par les défis sécuritaires, à savoir l'Est, le Sahel, le Nord et le Centre-Nord. C'est un programme qui véritablement apporte un ouf de soulagement à cette institution et comme vous le savez, qui doit couvrir l'ensemble du territoire national, qui a des défis énormes à cette période. À noter qu'il est financé par l'Agence des États-Unis pour le développement international, USAID. Sa mise en œuvre, elle requiert de plusieurs expertises, dont de l'association du barreau américain ou encore de Freedom House. Nous avons un partenariat très riche avec le Burkina Faso en plusieurs domaines, y compris la démocratie, la bonne gouvernance et aussi comme aujourd'hui sur les droits humains. Et je suis très heureuse d'être ici pour le lancement de ce programme qui donne un soutien à la Commission
national du droit humain, mais aussi donne un support, un soutien à la société civile. De façon globale, l'on peut retenir que le dit programme vise à renforcer la capacité de l'État à prévenir les violations des droits humains, à assurer la redevabilité des auteurs de ces violations, à sensibiliser la population et à faciliter l'accès des victimes à la justice. Le programme des droits humains et accès à la justice au Burkina Faso est prévu sur une durée de 3 années. C'est un bilan jugé satisfaisant que le Conseil supérieur de la communication a présenté ce jeudi aux hommes et femmes de médias sur le déroulement à mi-parcours de la campagne électorale pour les échéances présidentielles et législatives du 22 novembre prochain. De façon globale, on peut dire que les principes d'égalité d'accès dans les médias publics, du pluralisme, l'équilibre de l'information dans tous les médias sont relativement bien respectés. Et cela est à mettre à l'actif des médias qui ont fait preuve de professionnalisme et d'observance des prescriptions réglementaires du CSC, mais aussi de toute la classe politique et des autres acteurs signataires du pacte de bonne conduite qui ont globalement fait preuve de respect mutuel, de tolérance et d'acceptation de la différence. Et particulièrement, nous avons noté que pour ce qui est des affiches, des messages affichés, il n'y a pas eu d'affiches dont le contenu du message comporte des manquements. Et ça, c'est également à saluer. Cependant, suivant les questions d'éthique et de déontologie du métier d'information, 9 cas de violation ont été enregistrés dans certains médias lors des meetings des candidats, essentiellement dans la région de l'Est et du Sahel, où les questions d'insécurité ont été évoquées de façon arbitraire, des manquements que le CSC qualifie de mineurs. On peut dire que ce sont des manquements mineurs. Ce n'est pas des manquements vraiment graves. Toutefois, au regard de nos textes, certains manquements ont fait l'objet d'observations adressées aux médias qui sont concernés ou d'avertissements. Voilà. Dans le dispositif du CSC, quand il y a manquement, il y a une certaine progression dans l'approche vis-à-vis du média en infraction. C'est l'observation, l'avertissement. Voilà, c'est au bout d'un certain temps qu'on commence à faire des suspensions. Donc, les premières étapes ont été opérées vis-à-vis d'un certain nombre de médias qui ont fait un certain nombre de manquements, mais que nous devons reconnaître que ce ne sont pas des manquements véritablement graves. En outre, le Conseil supérieur de la communication n'a pas manqué de donner quelques conseils aux médias, mais aussi aux candidats pour la suite de la campagne. Toutefois, des efforts doivent être faits pour le reste de la campagne. Pour ce qui est des médias, il faut une meilleure prise en compte du principe de pluralisme et de l'équilibre de l'information dans bon nombre de médias, notamment les médias privés. Nous les invitons à faire beaucoup plus d'efforts pour être équitables vis-à-vis des candidats. À l'endroit des médias, le CSC leur donne le conseil d'éviter au mieux les retransmissions en direct. En tant que médias, ils doivent assurer la médiation du message. Ils doivent être intermédiaires entre le message émis et l'auditeur qui consomme le message. L'un des rôles essentiels du CSC en période électorale est de veiller à ce que tous les candidats aient un égal accès aux médias publics à travers des pages spéciales organisées par l'institution selon le vice-président. À mi-parcours, donc, le bilan est satisfaisant tant du côté des candidats que de celui des médias. Revenir un peu sur un certain nombre de points,
Ils sont au nombre de 6 à représenter les 6 partis politiques en lice pour les élections présidentielles du 22 novembre 2020. Chaque représentant des partis du CDP, du MPS, du MCR, du MPP, du Soleil d'avenir et de l'UPC a dû débattre et échanger afin de convaincre l'assistance durant 11 minutes sur leurs projets de société en rapport avec l'entrepreneuriat des jeunes. Ce débat avec les représentants des 10 candidats aux élections présidentielles est l'œuvre de l'association professionnelle des jeunes entrepreneurs du Faso, plutôt très soucieux de l'intérêt que ces partis accordent à l'entrepreneuriat des jeunes. Nous ne voulons pas que ça continue d'être un effet de mode, parce qu'il faut véritablement soutenir les jeunes. Jusque-là, nous sentons que des efforts sont faits, mais ce n'est pas suffisant. La jeunesse a vraiment besoin de se sentir au cœur donc, des projets de société, des gens qui prétendent donc conduire la nation. À l'issue de la conférence, les avis sont plutôt mitigés de part et d'autre. Tous sont néanmoins unanimes sur la place de choix que devraient occuper les jeunes dans les différents programmes présentés. Les programmes ambitieux, on a toujours connu des élections, il y a toujours des promesses électorales, il y a toujours ce qu'on dit qu'on va faire pour les jeunesses. Et puis après, il y a moins de choses qui sont faites par rapport à ce qui se dit. Donc on espère quand même que cette fois-ci c'est la bonne. Ils vont tenir compte parce qu'aujourd'hui quand même tout le monde a pris la conscience qu'il faut que la jeunesse soit faire des lances pour l'économie burkinabé. Ils vont tenir compte de notre jeunesse là dans les programmes effectivement. Moi en tant qu'entrepreneur, je dirais qu'il y a beaucoup de programmes, mais je ne voudrais pas donner mon point de vue de façon spécifique sur un programme d'un candidat. J'ai des programmes qui se retrouvent dans ce que je veux, dans ce que j'ai comme aspiration, comme rêve, mais je ne voudrais pas mentionner le nom d'un candidat quelconque pour ne pas porter préjudice aux autres candidats et aussi pour ne pas donner l'impression d'être de tel ou tel parti. L'Association professionnelle des jeunes entrepreneurs du Faso, APJ-EF, est une structure représentative de l'activité naissante dans l'entrepreneuriat burkinabé. Elle vise à promouvoir d'une part l'esprit d'entrepreneuriat chez les jeunes, à fédérer les jeunes chefs d'entreprise et d'autre part à faire le lien avec les différentes structures et institutions qui interviennent au quotidien sur les problématiques de la création d'entreprises afin de favoriser la croissance des jeunes entreprises. « 60 ans de vie, 35 ans de mariage, 35 ans de ministère n'est que pure grâce de Dieu. Pour ne pas se réjouir tout seul, Dr Paul Kaboré, pasteur principal de l'église de la mission apostolique de Pissi, et toute sa famille ont convié tous à leur cérémonie d'action de grâce le samedi 7 novembre 2020 à Ouagadougou. La célébration de ce jubilé d'or a été l'occasion pour les uns et les autres de connaître le parcours du couple, un parcours très difficile à l'issue duquel il est sorti vainqueur et cela grâce au Seigneur. Tout ce que le Seigneur a fait pour nous, nous ne pouvons pas comptabiliser. Tout ce que je sais, ça ressort du miracle, de voir tout ce que le Seigneur a fait dans notre vie de couple, dans notre vie de ministère et dans notre vie professionnelle. Il a fait tellement de grandes choses en nous préservant la vie, en nous bénissant, en nous unissant ensemble, en nous donnant des enfants, en nous donnant des petits-enfants, en nous donnant des amis, des frères et des sœurs, en nous donnant une très bonne santé. Donc ça valait la peine que nous puissions faire cette action de grâce. En plus du ministère pastoral du docteur Paul et Célestine Kaboré, le couple s'est engagé dans d'autres domaines d'activité tels que l'éducation et le toléré, et au couple d'exprimer toute sa joie d'avoir été un instrument de Dieu pour atteindre les confins de la terre. C'est une grâce, comme je vous ai dit, j'ai voulu, moi, avoir la double vocation, savoir que le pasteur aussi peut contribuer au développement socio-économique du Burkina Faso. Ma femme étant enseignante de profession, eh bien, moi aussi, j'ai passé un peu de temps. Eh bien, nous avons pu réaliser plusieurs écoles maternelles et primaires et secondaires qui ont un grand impact dans ce pays. Je pense que nous avons pu scolariser aujourd'hui dans nos écoles presque 4 000 à 5 000 élèves qui sont actuellement dans nos écoles, qui font de très 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 bons résultats.
Également, nous sommes aussi dans d'autres domaines d'activité comme l'hôtellerie à Ouagadougou et d'autres que nous sommes en train de créer dans d'autres villes. Ça me fait chaud au cœur d'avoir été un instrument de Dieu. Et je pense que dans la parole de Dieu dit que je suis un instrument inutile. Je n'ai été qu'un canal par lequel Dieu a passé pour atteindre les confins de la terre, pour toucher ses cœurs, pour changer ses familles, pour changer ses vies et encore pour que nous puissions participer au développement socio-économique du Burkina Faso. Ce n'est que pure grâce. Ce parcours brillant du couple Kaboré est en partie dû au travail qu'il a mené. De ce fait, il a invité les jeunes à emboîter leur pas, car selon eux, seul le travail paye, et d'ajouter qu'avec Dieu surtout, l'on fait des exploits. Par ailleurs, le couple souligne que ce jubilé d'or n'est pas la fin de leur ministère, mais un nouveau départ. Notons qu'à l'occasion, le couple a remis des attestations de reconnaissance à ses pères spirituels, mentors, amis et tous ceux ou celles qui ont d'une certaine manière impacté leur vie. En retour, ils ont reçu un cadeau de la part du docteur Mamadou Karambiri. Le 7 janvier 1990, le pasteur Flavien Tapsoba jetait les bases de ce temple sur ce terrain qui n'était qu'alors déserte. Il positionnait à la tête de ce temple d'une personne, le jeune Jean-Pierre Tapsoba, qui deviendra par la suite pasteur et qui, avec son épouse ainsi que d'autres personnes appelées par l'Éternel, mèneront des campagnes d'évangélisation en vue de gagner le quartier Tampoui à Christ. Que de souffrances rencontrées, que de moments difficiles vécus durant toutes ces années, ce 8 novembre 2020, ce sont des sentiments d'action de grâce et de reconnaissance à Dieu pour le couple pastoral qui ne cesse de clamauder que jusqu'ici l'Éternel les a secourus. C'est un parcours de souffrance, c'est un parcours de larmes, mais maintenant un parcours couronné de joie, de paix et vraiment je dirais de succès et de réussite. Parce que tant qu'on ne souffre pas, on ne peut pas avoir de bons résultats. Quand nous, mon épouse et moi, on souffrait, on ne pouvait pas imaginer qu'aujourd'hui, on pouvait être ce qu'on est aujourd'hui. Mais ce que je puis dire, c'est Dieu qui nous a permis de tenir ferme. Au point où nous sommes parvenus, marchons d'un même pas. Ainsi fut intitulé le message dominical donné par le docteur Eli Congo qui a invité le peuple de Dieu à rester éveillé, surtout dans la prière. Il ne s'agit pas de dire j'ai Christ en moi. Christ lui-même, en tant que fils de Dieu, il priait tous les jours, chaque fois. Et il a dit à Pierre une fois, vous ne pouvez même pas prier 1 heure avec moi. Alléluia. Ça veut dire 1 heure de prière, c'est le minimum. Les témoignages, il n'en manque pas pour célébrer la fidélité de Dieu pendant ces 30 années. On est arrivé ici, l'église a traversé donc des difficultés, mais quoi qu'on dise, Dieu a étendu sa main. Donc depuis 30 ans, alors l'église fonctionne correctement, les âmes sont sauvées. Nous menons donc nos activités d'évangélisation chaque année et la jeunesse sort dans les provinces pour faire des évangélisations. Donc nous rendons grâce à Dieu. Donc pour l'anniversaire, vraiment nous sommes très heureux. Ça fait déjà 30 ans. 30 ans, ce n'est pas 30 jours. Et depuis lors, l'Éternel nous accompagne. Pour le président national de l'Église de la mission apostolique, ces moments d'action de grâce doivent aussi être une occasion de projection dans le ministère. C'est un culte d'action de grâce pour déjà remercier Dieu pour ses hauts faits durant ces 30 ans. Et c'est aussi une interpellation. Parce que vous savez, le Seigneur Jésus, à 30 ans, il a commencé le ministère. Et je crois que c'est un moment pour que cette Église puisse comprendre qu'il y a lieu d'encore de refuter et de moins d'affûter les armes pour pouvoir aller plus de l'avant, que l'œuvre puisse encore sanctifier, se croître à travers leur œuvre, parce qu'à 30 ans, je crois qu'ils ont compris ce que le Seigneur veut de chacun d'eux.
Ainsi, faisant référence à Christ qui a débuté son ministère à 30 ans, le temple à Eliel compte ouvrir d'autres annexes afin d'amener beaucoup d'âmes au Seigneur. Nos perspectives, c'est de pouvoir ouvrir d'autres annexes. Nous avons déjà d'autres, mais nous voulons en ajouter. C'est aussi augmenter le nombre de chrétiens par l'évangélisation, par le salut des âmes. Nous voulons que beaucoup d'âmes soient sauvées. Notre désir, c'est de pouvoir sauver tout Ouagadougou. Ce culte d'action de grâce fut des moments riches en louanges, prestations de groupes, mais aussi d'artistes. Il faut noter que la célébration des 30 ans du temple à Eliel a débuté le 4 novembre dernier avec une semaine de prière dont le culte en est l'apothéose. Après 30 ans, le temple compte aujourd'hui 365 fidèles permanents, 775 convertis, 6 pasteurs formés, des baptisés d'eau, des mariages célébrés, des naissances et le couple pastoral de Dira et Bénézer. Sabe